Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Vous êtes toujours sur votre émission favorite, en tout cas sur votre canal favori, le canal numéro 6, pour ceux qui nous regardent depuis donc toute la Côte d'Ivoire à travers la TNT, et également pour ceux qui nous regardent sur le bouquet Canal+, canal numéro 6 également, et 206 quand vous êtes hors de Côte d'Ivoire. Pendant que les éléphants jubilaient, pendant que lui-même il jubilait sur le tatami, je vais appeler ça comme ça, parce que les éléphants avaient gagné cette finale de haute lutte, moi j'imaginais un président un peu préoccupé par la joie qui devait animer l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire. Et parmi ces populations, beaucoup de familles se posaient des questions sur comment cette joie allait aussi leur apporter de la joie et leur permettre de revoir leur famille, leur père, leur papa, en tous les cas, leurs géniteurs, qui à un moment avaient sorti le glaive contre la nation, mais qui avaient besoin de recevoir le pardon de tous, comme d'autres l'avaient déjà reçu. Une chose est sûre, aujourd'hui on l'a appris en début d'émission, le Conseil national de sécurité, évidemment dirigé par le chef de l'État, a décidé d'élargir le nombre de nos concitoyens. On en parlera au cours de cette émission. Eux, on ne les recevra pas, mais on sera très heureux de les recevoir ici pour qu'ils nous partagent leur expérience de toute cette vie au service de l'État qui tourne parfois au drame. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Christelle, bonsoir, le décor est un peu différent parce qu'on nous retrouve assis sur nos jolies chaises. Exactement. Bon, on va essayer cela. Ouais. On va se poser un peu. Après la victoire, se poser et puis voilà, faire une émission. En tout cas, bonsoir chez vous. Merci de nous suivre. André le disait, il a planté le décor. Grâce présidentielle accordée à 51 détenus. On en parlera politique, on va dire. On en parlera donc tout au long de l'émission pour décrypter pourquoi maintenant, comment ça a arrivé, qu'est-ce qui a motivé cette décision du chef de l'État. Notre plateau est 7. Merci encore une fois de nous rejoindre. À tout de suite. Une mesure de grâce a été donc adoptée donc en marge des travaux du Conseil national de sécurité, mesure de grâce prise par le président de la République. On l'a appris là ce soir, c'est bien sûr le ministre directeur de cabinet donc, du président de la République qui l'a lu. On en sait un peu plus sur la liste des personnes élargies. On en sait un peu plus sur ceux qui devront bénéficier évidemment de liberté provisoire, etc., etc. Mais quel est notre avis? Qu'est-ce qu'on pense de tout cela? Nous allons en parler maintenant avec nos camarades, Christelle. Exactement. Alors, la première personne du moins que j'aimerais présenter, parce qu'on n'a pas présenté le plateau, André. Oui, Élisée Boloube, bonsoir. Herman. Bonsoir, Christelle. Marius Komoué, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Élisée, réaction. Comment analysez-vous cette décision de donner la liberté à tous ces prisonniers, qu'on appelait prisonniers de sang, qui étaient donc sous les geôles depuis 2011. La crise post-électorale 2010-2011. Comment est-ce que vous analysez tout ceci, Élisée Boloube? Bon, déjà, de prime abord, moi, je pense que c'est une très, très bonne chose. Et comme le justifie même le communiqué du Conseil national de sécurité, lu par, comme il a dit, le ministre directeur du cabinet Sarasoro, M. Sarasoro, le président, ayant constaté toute cette ferveur, cette unité que la CAN a créée, toute cette ferveur, cet enthousiasme, cette unité, comme je l'ai expliqué, bien, cette cohésion que la CAN a créée, il se disait qu'il fallait prendre une mesure qui allait vraiment continuer à nous prolonger dans cette atmosphère de gaieté, de paix et d'union. Et donc, il prend cette décision-là d'élargir un ensemble de personnalités dont certains avaient été reconnus coupables et condamnés pour crimes de sang, en fait. Voilà, donc qu'il décide de gracier, et d'autres aussi, bon, qui avaient été accusés pour atteinte à la sûreté de l'État, qu'il a également gracié. Je pense que c'est une très bonne chose que le président de la République fait en mettant en œuvre cette grâce. C'est pour moi une opportunité, hein, je le disais ici il y a quelques jours, pour interpeller encore les Ivoiriens sur la nécessité d'aller dans le sens de la cohésion. Je justifiais ici la dernière fois, je ne comprenais pas, je m'interrogeais encore toute cette polémique née autour de la compétition d'après-CAN, toute cette polémique qui, à mon sens, franchement, n'avait aucun sens. Vous êtes en train de nous dire, Élisée, je me permets de vous arrêter, que le chef de l'État a plutôt, lui, compris que c'était un moment national et qu'il faut continuer d'en profiter. Exactement. Et la dernière fois, je l'ai rappelé ici dans son discours.
quiconque, le discours est disponible sur le site de la présidence. Allons chercher le discours du président de la République, lu ce jour-là, au moment où il honorait les éléphants. Quand vous lisez le discours il est profond. On sent que quelque chose s'est passé. On sent que le chef de l'État a été vraiment touché parce qu'il a vu pendant les 1 mois. Et aujourd'hui, avec cette décision-là, on se rend compte que ce n'est pas des paroles en l'air, qu'effectivement, il y a quelque chose qui a dû se passer. Il a été vraiment marqué. Et ça, c'est un message qui donne à tout le monde, à nous tous ici y compris, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la mouvance présidentielle, qu'on soit neutre même, sans parti politique. Une chose est certaine, le fait de trouver des personnes, des frères, des sœurs, qui peut être condamnés à raison ou à tort, mais qui aujourd'hui retrouvent la liberté, je ne vois pas quel Ivoirien serait contre une telle mesure. Et ça, c'est quelque chose éventuellement qui est de nature à saluer et dont chaque Ivoirien devait pouvoir s'en inspirer. Herman, vous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez connu, on va dire, un parcours un peu similaire, parce que vous aussi, vous êtes un enfant du pays qui, à un certain moment, vous êtes retrouvé dans les geôles. Et quand la réaction que vous avez quand vous voyez ceux-là qui vont sortir, alors que, évidemment, ça fait quelques années quand même qu'ils attendaient le pardon de l'État. Mais je veux dire, nous, on a fait juste 6 mois. Moi, j'ai fait juste 6 mois. Mais lorsque je suis sorti, j'ai vu la joie de mes proches, de mes amis et autres. Donc, c'est indescriptible. Aujourd'hui, j'imagine la joie de ces 51 familles. Hein, et parmi elles, il y a ces détenus-là qui ont été condamnés pour crimes de sang, qui sortent, qui sont graciés après quand même 12 années passées en prison. Moi, je dis que je les connais hein, personnellement, j'appelle ça, c'est le lot de la première aventure d'Agban. Quand je suis parti, j'ai été arrêté, j'ai retrouvé à Agban, au camp d'arrestation d'Agban, j'ai retrouvé le colonel Abi, le commandant Kipré, le colonel Maudit. Toutes ces personnes, il y a eu 16 détenus qui sont dans ce lot-là. Et il n'y a pas 2 mois que la femme même du commissaire Logué, qui était mon voisin et à Agban et à Maka, est venue me joindre en menant un message de son mari dans lequel il y avait, j'ai carrément la chair de poule, il demandait que le président leur accorde cette grâce présidentielle-là. Ouais. Il voulait en faire une publication dans les journaux. J'ai dit non, certainement, après la CAN, on peut gérer cela. Et c'est venu. Donc j'imagine ces joies-là. C'est plusieurs familles qui retrouvent, vraiment, je ne sais pas, c'est une joie indescriptible. Et je trouve que le président l'a fait. On ne va pas regarder le temps que ça a mis avant qu'il le fasse. On applaudit et on dit bravo. C'est ces pas-là qui aident à ce que la nation se consolide. Et quand la CAN permet cela, il faudrait qu'on organise plusieurs CAN. Et justement, Marius Komoué, la CAN est donc facteur de rétablissement, on va dire, des liens sociaux dans la nation. C'était quelque chose qui titillait un peu, qui était utilisé par certains acteurs politiques pour dire nous demandons ceci, tant qu'il n'y a pas ceci, on ne pourra pas véritablement parler de réconciliation. Pour vous, c'est un grand pas que le président vient de faire ce soir. Ah non, mais écoutez, le président de la République a toujours un agenda. Et son agenda, il est le seul à le contrôler. C'est vrai que, rappelez-vous que dès que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, sa première vision à la rencontre avec le président Alassane Ouattara était de porter justement à la connaissance du président Ouattara la doléance de tous ces prisonniers politiques. Et il avait demandé hautement et devant caméra et toute la presse, eh bien, la libération de tous ces prisonniers militaires et politiques. Et je pense que le président Ouattara en avait bien pris note et il n'avait pas donné séance tenante donc une réponse, mais toujours est-il que dans son agenda, il avait certainement un plan que lui seul contrôlait. Aujourd'hui, donc, c'est un acte d'apaisement de portée nationale qu'il vient d'offrir, j'allais dire, aux familles, non seulement à la nation ivoirienne, mais surtout aux familles des personnes dont les parents, les époux, ont été incarcérés. C'est des pères de famille qui vont désormais retrouver les leurs, leur apporter l'amour paternel, l'amour qui manquait dans le cercle familial. Et je pense que c'est important pour une nation comme la Côte d'Ivoire de tourner la page de la crise post-électorale, la crise de 2011-2010. Et le président, en prenant cette décision, vient encore une fois d'attester le sens, ce que l'on lui reconnaît, c'est-à-dire un homme de paix, un homme, c'est vrai, la crise a créé beaucoup de dissensions
beaucoup de dysfonctionnements au niveau national. La crise a engendré des pertes en vie humaine et non des moindres. On a parlé de plus de 3000 morts et il ne fallait pas balayer du revers de la main une telle situation en libérant les gens tout de suite et maintenant. Très bien. Bon, la justice a fait son travail, la justice a planché sur le dossier, la justice donc a clos ses condamnations, s'est prononcée en condamnant les uns et les autres et le président de la République, les textes de la République le lui permettent, a pris une décision donc de gracier tous ces gens-là. Nous le félicitons. Et nous le félicitons infiniment. Très bien. Herman, vous vouliez rajouter un petit quelque chose? Oui, moi je pense que quand on regarde la liste des personnes qui sont graciées, c'est vrai qu'il y a énormément de détenus politiques et militaires. Aujourd'hui, la grande surprise, c'est les détenus militaires, 200 qui sont graciés. Ça veut dire que le président passe à autre chose. Mais aux côtés de cela, on voit qu'il y a des personnalités politiques qui sont condamnées par accoutumance, mais qui ont été graciés. Je prends par exemple Bamba Lamine qui n'est pas là. Cela, ça dénote parce que ce sont des proches, surtout aussi qui a été gracié. Ce sont des proches du Premier ministre Guillaume Soro, qui est un acteur politique de la Côte d'Ivoire. Je pense bien que dans ce sens, on peut espérer que ça puisse réchauffer les relations entre le président Alassane Ouattara et celui qu'il appelait par le passé son fils. Donc je veux dire que tout cela, c'est bon. On va vers 2025, les élections de 2025. Et cette décrispation-là, ça va permettre à ce qu'on ait une période sereine pour amorcer cette étape importante. Très bien. Merci beaucoup. On va regarder justement à ce propos on va dire, le communiqué qui a été lu par le directeur de cabinet. Le président de la République, conformément à son engagement d'œuvrer résolument à la consolidation de la paix dans notre pays, a informé le Conseil national de sécurité de sa décision d'accorder la grâce présidentielle à des personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises post-électorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. La liste complète des bénéficiaires de cette mesure de grâce, au nombre de 51, est annexée au présent communiqué. Parmi ces personnes figurent notamment M. Dogbo Blé Bruno, M. Nyatoa Kate Paulin, M. Kate Kwame Jean-Baptiste et M. Kone Kamarate Suleiman. Le Conseil national de sécurité a félicité le président de la République pour la brillante réussite de la CAN 2023 ainsi que pour tous les efforts déployés en vue de la consolidation de la cohésion nationale. À l'instant, pour vous, vous l'avez entendu, hein, Christelle, on l'a dit, le ministre Sarah Soro, qui est secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, qui donnait donc la bonne nouvelle, pas seulement pour les familles, mais pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire, puisque le pays a décidé définitivement de tourner la page et s'appuie sur l'exploit de ces autres enfants que sont les éléphants, qui ont apporté du baume au cœur de toute la nation. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va regarder un peu, de façon avec un peu de précision quand même, cette liste-là. Vous parliez tout à l'heure de les différentes personnalités qui y figurent, Christelle. Exactement. On essaiera donc de citer un peu ces personnes qui ont été donc graciées. On a Abidjan, Dogbo Blé Bruno, Nyatoa Kate Paulin, Kipré Yagba, Owuko, excusez-moi, Moudi Léopold, Osé Logué, Koulibaly Sandou, Traoré Lamine, Fofana Kwaku Konan alias Benito, Kassé Kwame Jean-Baptiste, Kone Ardja Douma, Siluye Emmanuel, Bamba Souleyman, ensuite, Kamagate Adama, Dosso Seydou, Akpo Kwa Jules, Molou Ben Nguessan, Kwame Yao, Arthur Lezou, Ndraman Abba Ninan, Adon Kwadio, Ebrotier Hyacinthe, Fanoux Eric Michel, Yao Paul, Degui Tapé Julien Olivier, Adama Kone, ensuite Valé Brice Eric, Kwaku Epeli, Kwaku Ala Brice, Digbe, Kwaku Rodrigue Michel,
Anou Kwadio Clovis. Et ensuite, on descend, Djerasouba Brahima, Balo Assadé, Amichia Alexis Pierre, Kone Oumarou, Bakayoko Mustafa, Ouattara Sekou, Diomandé Mamadou, Sylvie Nanga Lassina, Touré Ali Franck, Kone Ibrahim Khalil, Goblé Zike François, Sissé Ibrahima, Afoussiata Bamba Lamine, Kone Kamarate, Souleymane, Touré Moussa, Isiaka Fofana, Brousserge Pacom Durand, Fete Kwaku Jean-Ri, Bélé Ori Guy Flavien, Niamke Norbert, Rabé Charles et enfin la 51e personne, Djiré Daoué Maurice. Djiré, ouais. Sur l'autre liste, et la liste des personnes pouvant bénéficier de liberté provisoire. Je donne cette liste-là pour vous faire souffler. Dazirignon, Ange Aristide, Dogo Niato, Ange, Balou Danon Georges, Lat Méliane Marie-Reine, Sarégui et bien sûr, pour terminer, Série Doigt Alain. Voici donc nos compatriotes qui, justement, s'ils n'ont pas encore la liste, mais ils découvrent justement sur Live TV en exclusivité l'ensemble des personnes qui sont élargies. C'est une nouvelle extrêmement joyeuse pour leur famille. Il fallait justement marquer un instant pour le dire à la télévision. Une fois qu'on a dit ça, cette liste, vous paraît quoi? Comment vous la... Herman a déjà commencé, comment vous l'observez? On entend d'un côté dire ceux qui étaient là depuis 2011, ceux qui sont rentrés suite à ce qui s'est passé en 2020 et un peu avant avec autour de Soro-Guillaume. Comment vous analysez tout ça? Élisée Bolougbe. Oui, quand on scrute cette liste, il y a des noms qui... Je dirais des noms célèbres, voilà, qui sont sur cette liste-là. En l'occurrence, ceux du général Doboblé, Niatoa Katé. Mais comment vous analysez? Les noms, ils sont. Oui, votre analyse. Oui, je viens. Déjà, comme je le disais, je pense que le président est animé d'une volonté, comme on l'a dit, non seulement d'apaiser, ça c'est une réalité, mais de contredire éventuellement ceux qui pensent qu'il est dans une dynamique, éventuellement, comme je le dis, de créer des tensions. Certains pourraient voir dans ce dénouement-là, certains ont commencé à le dire, peut-être qu'il a des tensions aux frontières ivoiriennes, il ne veut pas encore s'ouvrir une autre tension, un autre front voilà, au niveau local, mais ça, il n'en est rien. Parce que ce qui serait déjà d'ailleurs très intelligent. Voilà, déjà intelligent. Si vous avez des tensions que vous avez envie d'apaiser la situation à l'intérieur. Oui, mais je veux dire que si de 2011 à 2012, avec tout ce qu'on a connu même en termes de tensions sociales au niveau même étatique et même au-delà des frontières ivoiriennes avec certains voisins, ça n'a pas motivé le président à prendre telle décision et que c'est maintenant qu'il la prenne, donc ça ne tient vraiment pas la route. Il faut juste comprendre qu'à un moment donné de la vie, on veut passer à autre chose. Il y a un temps pour tout, comme le dit l'adage. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour les conflits, il y a un temps pour faire la paix. Je pense qu'à travers ce message, ce qu'on doit pouvoir percevoir. Moi, ce que je vois, le chef de l'État, sans forcément le dire haut et fort à tout le monde, il est en train de vous dire, tournons un nouveau chapitre pour notre pays. Ce chapitre-là qui doit être un chapitre de fraternité, de consolidation. Il y a des choses qui arrivent, des symboles en fait dans la vie qu'il faut savoir lire. Quand je prends, et ça je reviens dessus encore, quand vous prenez en fait l'élément sur lequel le président se base pour pouvoir dire aujourd'hui, vu cette atmosphère, il donne cette grâce présidentielle, c'est-à-dire même la victoire des éléphants. Mais regardez le parcours. La seule chose, pour moi je dis, la seule chose qui a été à la base de la victoire, ou bien qui a contribué considérablement à la victoire des Ivoiriens, je pense que c'est l'unité qui était autour de l'équipe nationale. Et même dans la sélection et en dehors de la sélection. On a senti quelque chose que, je ne dis pas les autres n'avaient pas, mais qui était un peu plus fort que ce que les autres avaient. Et je crois que c'est cet élément-là qu'il faut mettre en avant. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il faut tourner la page, allons de l'avant. Notre nation a besoin d'être construite et d'évoluer. Marius Komoré, avant donc d'annoncer cela, il y a eu les victimes, les associations des victimes qui ont été donc reçues à la présidence. Vous parlez avec elles, assurément les préparer justement à la nouvelle. C'était important. À la primature, pardon. C'était important pour justement le gouvernement, le président de la République, de recevoir d'abord les victimes avant d'annoncer cela à la nation. Et là, pour vous aider encore en chose, c'est-à-dire que c'est un vrai questionnement qu'on a, parce que certains ont été condamnés pour des crimes de sang. En tous les cas, tous ceux qui ont participé à cette crise, qu'ils aient été des pro-Gbagbo ou des pro-Ado, ont laissé des victimes. Donc la question est importante de savoir comment ceux qui ont commis des actes laissent des victimes et comment, d'un point de vue national, on réagit face à ça. D'abord, c'est une marque de grandeur et de considération que le président de la République, pour ne pas dire le gouvernement,
démontre en recevant d'abord, encore une fois, les victimes. Il y a même un mémorial qui va être fait en leur honneur. C'est toujours dans la même logique. Et je pense qu'il faut accorder une considération pour ces personnes qui ont tout perdu, pour la plupart. D'autres ont perdu le pilier central de la famille, soit le père, soit la mère. Mais aujourd'hui, loin de voir les enfants livrés à eux-mêmes, ils ont pu reconstituer le cercle familial. Et le gouvernement qui suit toutes ces victimes a bien voulu les entretenir avant donc d'annoncer l'importante nouvelle qui nous a été partagée par les médias que nous sommes. Donc, l'un mis dans l'autre, je l'ai dit tantôt et mon cher Élysée me l'a souligné encore une fois, le président de la République a cette volonté, depuis lors, d'apaiser la tension nationale. Il fallait simplement le temps. Il a dit, le temps est arrivé aujourd'hui de créer les conditions d'une unité nationale, d'une véritable marche, parce que c'est ensemble, tous ceux qui étaient emprisonnés ou pas, c'est ensemble que nous devrons reconstruire le pays. Et aujourd'hui, en libérant tous ces prisonniers, le président de la République donne le ton d'un nouveau développement de la Côte d'Ivoire, d'un nouveau départ sur la route du développement du pays avec les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, toutes tendances confondues. Très bien. Merci vraiment, Marius Komoué, pour ces propos qui nous permettent de tirer une conclusion bien heureuse de cette nouvelle, parce que avant tout, ça reste une nouvelle. Nous sommes effectivement très, très contents et on invite justement l'État à aller plus loin, à prendre justement sur son épaule toutes ces victimes qui ont, à un certain moment, ont été blessées par les actes de leurs propres compatriotes et comment ensemble on peut célébrer tout ça, parce que c'est l'acte, ce n'est pas une grâce qui va amener les uns et les autres à continuer de faire et de blesser leurs propres concitoyens. C'est une grâce pour dire le pardon, c'est pourquoi on ne répète pas les mêmes erreurs. Très bien, parlons d'erreurs. Rappelez-vous les amis, on passe sur un autre sujet. On parlait du maillot, puisqu'on parlait d'erreurs, est-ce que nous faisons une erreur en arborant notre maillot 3 étoiles? La FIF nous dit, écoutez, attention, on vous met en garde. N'exploitez pas les 3 étoiles sur des maillots qui ne sont pas à la base conçus avec les 3 étoiles. La FIF a-t-elle raison? Comment vous réagissez à ça? Est-ce une information que vous comprenez ou en tout cas une décision que vous comprenez? On en parle très rapidement avant de recevoir nos jeunes. Très bien. Alors, André, il faut dire que la FIF met en garde toute production, on va dire illicite, de maillot 3 étoiles, comme vous pouvez le voir sur les images. Ouais. Le sponsor officiel, donc l'équipementier, n'a pas encore livré les maillots officiels 3 étoiles, que ceux-ci déjà pilulent sur nos marchés, André. Donc la FIF dit attention, il faut attendre qu'on vous donne le maillot officiel avant de passer à l'acte d'achat et on menace, enfin bon, c'est une menace, mais on dit attention, on vous met en garde. Comment est-ce que vous réagissez justement à ce communiqué très ferme de la FIF? Commençons par vous, Herman. Non, enfin, c'est vrai, c'est responsable de la part de la Fédération ivoirienne de football d'interpeller, enfin, de sonner cette alarme-là, parce qu'en réalité, il y a des engagements que la FIF a pris aussi avec ses partenaires, ses sponsors, dont notamment l'équipementier Puma. Mais en même temps que quand je dis ça, je me dis, est-ce qu'on a été surpris, la Côte d'Ivoire a-t-elle été surprise d'être championne? Je pourrais dire, on ne devrait pas, puisque lorsqu'on va à une compétition, tout le monde, tous ceux qui sont candidats à cette compétition-là, sont éventuellement des vainqueurs. Donc on se prépare à cela. Quand on regarde même, moi, je pense que la FIF n'a pas anticipé. Quand on regarde même le jour de la victoire, la parade, on a vu les t-shirts Spencer que nos supporters, nos éléphants ont portés. Ça veut dire que, comme si on venait d'être surpris, on a pris rapidement des t-shirts, on a mis 3 étoiles là-dessus pour qu'ils les portent. On prépare tout cela. C'est-à-dire qu'on fait des plans B. On se dit, bon, OK, si on est déjà en finale, il y a 2 éventualités. On est soit vainqueur ou on ne l'est pas. Alors, en ce moment-là, on voit l'équipementier, on passe une commande parce que les gens ont envie de porter des 3 étoiles. Les 2 étoiles qu'ils avaient la veille, ce n'est plus des étoiles qu'il faut. Donc, le manque de un peu comme moi, parce que le manque d'anticipation, le manque d'anticipation de la FIF justement, a créé cela. Sur ça, j'aimerais bien comprendre. La finale s'est déroulée, André, le 11 février. La FIF aurait dû anticiper peut-être à 11 jours plus tard. 11 jours après. La FIF, selon vous, aurait dû anticiper peut-être en disant on va gagner peut-être
et commencer à dire à l'équipementier, produisez, on met sur le marché au cas où ça passe, si ça ne passe pas. Non, on ne met pas sur le marché. Partout où on a vu, c'est que les joueurs qui ont gagné, souvent on se demande mais comment ils font et puis ils ont leurs 3 étoiles. On a vu dans d'autres compétitions, à l'Euro, au Mondial, tout cela. Les joueurs sont carrément habillés, leur nouveau, tout leur survêtement et tout. C'est en 3 étoiles frappées et pour qui il va. Mais nous, on l'a fait comme ça. Regardez, je dis, si vous voulez revenir sur l'image de la parade des éléphants, c'était des pinceurs, ça ne leur allait même pas. Bon, ils ont fait avec. Très Donc, bien. je veux dire que ça, c'est un manque d'anticipation on a au niveau de la point de FIFA. vue. Donc, Élisée. votre point de vue, vous dites que si on avait anticipé, ça aurait n'aurait pas évité ça. ça. Mais le fond du sujet de la FIFA, c'est qu'il n'en reste pas moins que c'est des productions illégales. C'est pourquoi je dis que Comment on réagit leur là-dessus? communiqué est responsable. Le fond du problème. Oui, donc, vous voulez revenir là-dessus. Vous dites, lui, il pose un problème d'anticipation, mais vous vous dites, mais attends, le fond du problème, c'est qu'il y a quand même comment on dit ça? Non, il y a contrefaçon. Il y a contrefaçon, voilà le bon mot. Dans la réalité des faits, ce pays-là est inondé, le marché de la consommation en Côte d'Ivoire est inondé d'une multitude de produits contrefaits et issus de la contrebande. Le vrai problème ici, c'est ça. D'ailleurs, nous avons créé, aux côtés du ministère de l'Industrie, nous avons mis en place à travers l'État donc, le Comité national de lutte contre la contrefaçon qui existe bel et bien, doté de moyens pour traquer justement tout opérateur économique qui ne respecte pas les règles de fabrication des produits. Donc en ce moment, ils vont traquer tous ceux qui ont fait la contrefaçon. Bien évidemment, parce qu'en vérité... Ils seront arrêtés, c'est ça? Tout ce qui touche au logo, au logotype et autres marques de la FIFA, des éléphants, est la propriété de la FIFA. La FIFA gère l'image des éléphants. La FIFA gère tout ce qui est logotype des éléphants. Donc, des individus, pour la course effrénée au gain facile, ne vont pas se permettre d'aller faire des contrefaçons de t-shirts, de polos, de maillots et les mettre sur le marché au détriment des caisses de la FIFA. Il est bien évident que la FIFA élève une vive protestation et déjà se met en branle en menaçant. D'accord. Élisée, est-ce que nous sommes dans le bon timing? Aujourd'hui, nous sommes le 22 février. La finale a eu lieu donc, le 11. Comment est-ce que vous observez tout ceci? On comprend bien ce que la FIFA dit, mais comment est-ce que vous analysez? Est-ce que la FIFA a raison? Est-ce que de mettre en garde au 22 février, quelques jours après, est-ce qu'on touche la cible? Enfin, comment est-ce que vous analysez tout ceci? Non, la FIFA est dans son droit d'interpeller les uns et les autres sur la nécessité de ne pas contrefaire les maillots. Ça, c'est le droit de la FIFA. Maintenant, moi, à travers votre question, je m'amène aussi à me poser une question. Est-ce qu'il y a un délai qui est requis pour qu'une équipe, après avoir remporté la finale, puisse avoir des maillots actualisés au nombre d'étoiles? Parce qu'effectivement, 11 jours, pour nous, nous, on veut toujours montrer qu'on a gagné. Moi, j'ai une opportunité d'aller à l'étranger. Je veux partir avec mon maillot de Côte d'Ivoire 3 étoiles. Parce que même s'il est faux? Non, pas que s'il est faux. Je dis, je veux partir avec mon maillot 3 étoiles pour dire à tout le monde qu'effectivement, je suis ivoirien, j'ai remporté la CAN, j'ai 3 étoiles. Donc, quelque part aussi, peut-être il est important, dans le communiqué de la FIFA, d'aussi informer les populations pour leur dire que n'allez pas acheter des maillots contrefaits, d'accord, parce que on vous mettra à disposition les maillots originels, les 3 étoiles, à cette date. Mais ça, c'est intéressant. Justement, donc, vous rejoignez quelque part Herman qui dit qu'il n'y a pas eu d'anticipation, parce que si vous laissez, il y a le vide. On va dire, le vide profite toujours. Les contrefacteurs, eux, ils profitent exactement, le vide. d'un vide. Mais bien sûr, en fait, c'est totalement ça, en fait. Faut au moins, l'information est incomplète pour moi. On ne peut pas dire, d'une part, n'allez pas vers les contrefaçons. De toute façon, ça, c'est le droit de la FIFA de le dire. OK, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que vous proposez en contrepartie aux Ivoiriens? Quand est-ce qu'ils pourront arborer ces maillots-là aux 3 étoiles? Il faut peut-être faire un communiqué pour nous dire que l'équipementier a 2 mois ou l'équipementier a 1 mois pour nous fournir des maillots, pour que nous aussi on puisse entendre dans ce temps-là pour avoir nos maillots. Donc le vide a profité justement à ce qu'on ait le désordre. On en parle, mais quels sont ceux qui ont arboré les maillots 3 étoiles? C'est souvent des anciennes gloires du football, c'est souvent des leaders de la société civile, des leaders artistiques, on a vu, qui ont porté des maillots. C'est pourquoi ça prend de l'ampleur. Il y a même une compagnie, une société qui travaille dans la climatisation, dans le froid et autres, qui a fait des maillots officiels 3 étoiles. En fait, des maillots 3 étoiles. C'est pour dire que... S'il vous plaît, permettez qu'on vous chose. Oui, le problème, ce n'est pas de faire des maillots 3 étoiles. Le problème, c'est de faire des maillots qui sont censés être officiels, qui sont estampillés de l'équipementier. Si moi je fais mon maillot André Bois, que je mets 3 étoiles, il n'y a pas de souci, c'est pas ça la question. Non, ces maillots 3 étoiles dont je parle, c'est les mêmes maillots qu'on a plus ou moins utilisés
Ils ont juste estampillé leur marque là-dessus et ils ont mis les 3 étoiles. Là, et avec Puma. Non, il faut le avec dire. Puma, il y avait l'équipementier Puma. officiel. Il y a des visages connus, je ne vais pas citer de noms ici, qui ont abordé, qui ont porté ces maillots-là. Donc c'est pour Donc, dire tout le monde est dans le faux, Attendez, apparemment. non, tout le monde est dans le faux, mais tout le monde, au-delà de ça, il faut voir le besoin, l'envie des gens d'aborder un maillot 3 ça, étoiles on a réglé ce parce problème. que ça a été actualisé. Ça, on a réglé ce problème. Là, vous avez raison, vous avez dit, le temps d'attente est trop long, les Donc, gens les veulent gens y ont aller. profité pour faire Mais les choses. sur la capacité des autres à faire des maillots 3 étoiles qui ne sont pas des maillots de l'équipementier. Des maillots originaux. Voilà, c'est un sujet. C'est que par exemple, moi, je peux citer la marque, c'est une marque quand même qui aide beaucoup la culture. J'ai vu par exemple des maillots Nasco. C'est Nasco avec le truc Nasco avec 3 étoiles. Ben, enfin, voilà. Mais avec Puma à côté. Non, Ils ont mis Puma. t'inquiète. Mais ce dont je Non, parle, il les peut pas anciennes avoir gloires Puma. que j'ai vues, je ne Il vais peut pas pas avoir citer, Puma. les anciennes gloires sont allées faire un match de gala. Déjà, la marque FIF est une propriété déposée. C'est C'est ça. une marque déposée. C'est ça. Donc, personne ne peut se permettre de... Oui, dans un pays où les institutions fonctionnent, où les services de l'administration fonctionnent, une marque, quand on dit qu'elle est protégée, parce que la FIF, là, le logo que vous voyez à l'écran, là, C'est ça. c'est un logo protégé. C'est cela. Donc, un individu, quel que soit sa course Pour terminer, éternelle hein. au gain facile, ne peut se Qui permettre... prend son maillot 2 étoiles et qui part chez un couturier faire broder la 3e étoile. C'est du faux. Non, c'est du faux, surtout que C'est du s'il faux. utilise, on va dire, les éléments de la fiche. Les éléments de la C'est un fiche, large débat. exactement. Permettez-moi de jouer mon rôle, celui qui empêche de tourner en rond et qui vous interrompt tout le temps. Il n'y a pas de problème, je le veux bien. On va recevoir notre invité qui est déjà sur ce plateau. Vous allez le voir tout de suite à l'antenne. C'est un jeune, il est dans la production, hein, le jeune Béni Olisson. Je me fais lire en français. Olisson, c'est plutôt joli que Olisson. Je sais, il préfère le côté anglo-saxon. Il est avec nous, c'est le représentant des étudiants en production à l'ISTC. Et avec lui, on va parler justement des jeunes étudiants. Ils sont nombreux de plus en plus, Christelle, à vouloir être dans la production audiovisuelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a Pas Live devant les TV. caméras. Il y a Live TV, il y a tout un tas, il y a un écosystème qui s'est développé. Exactement. Et on a envie quand même de leur donner un peu de lumière pour savoir pourquoi ce métier et qu'est-ce qu'ils font dans leur école. Ils ont des activités, tout ça, on en parlera. Bonsoir, cher Olisson. Bonsoir, monsieur. Alors, Olisson, c'est le nom de famille ou c'est Béni? C'est le prénom. C'est le prénom. Ah, moi, je préfère Olisson. Désormais, appelez-le Olisson, pas Olisson. Très bien. Alors, dites-nous, est-ce que tout le monde, tout étudiant aujourd'hui qui rentre dans une école, vous êtes à l'ISTC, il y en a d'autres qui font ce type de formation, est-ce que tout étudiant qui rentre dans ce type de métier-là doit être un artiste? Est-ce que quelqu'un qui doit avoir un esprit de créativité dans vos métiers de producteur? D'accord. Merci, monsieur, de m'avoir invité sur ce plateau déjà. Oui, la créativité n'est pas obligée, Ouais, mais elle est exigée. c'est exigé. Oui, c'est vraiment Il exigé. faut avoir un parce peu un que sens de la créativité. Alors, aujourd'hui, vous êtes à l'école, et après, les autres vont sans doute intervenir. Ça consiste en quoi le métier de production que vous êtes en train de découvrir? C'est quoi aujourd'hui être étudiant en production? Vous découvrez quoi là? Tous les métiers que vous êtes en train de faire. être étudiant en production, déjà, c'est vraiment un autre univers. Parce qu'on nous montre déjà l'univers des personnes qui sont sur les plateaux, les La production journalistes. audiovisuelle, hein, bien sûr. Oui. Mais ça, c'est vraiment derrière le plateau. Les cadreurs, les réals, ceux qui sont ingé-son, à l'éclairage. C'est Un vraiment... G-son, nous, on ne comprend pas. Ça veut dire Les quoi? Il faut des ingénieurs cryptos. du son. Voilà. Voilà. Et c'est vraiment un univers qui est vraiment passionnant parce que il est multidimensionnel C'est ça. et il est vraiment attractif de nos jours parce qu'il y a vraiment une pénurie qui est vraiment marquante. Mais je veux m'arrêter sur ça, Béni, quand vous dites qu'il y a une pénurie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous regardez la caméra et vous dites à vos jeunes camarades qui sont des étudiants, qui vont avoir le bac, vous dites, écoutez les amis, il y a quand même du potentiel dans la production audiovisuelle, c'est ça? Oui, monsieur. Il y a vraiment du potentiel et j'invite vraiment tous les élèves qui rêvent de devenir des réalisateurs, des acteurs, des producteurs, de ne pas hésiter, de ne pas écouter les langues de bois et de venir vraiment à l'école de production pour pouvoir vraiment vivre de leur art. Élisée Élisée Boulboul. Boulboul. Oui, Olisson, est-ce que vous pensez objectivement que c'est nécessaire d'aller dans une école pour faire de la production? Moi, j'ai mon ami du quartier qui se débrouille avec un appareil photo. Il n'est surtout pas un Il n'est homme, pas- hein. Non, mais Vous savez, il est presque ça. Il est Oh, presque ça. André. Voilà, donc il a son petit appareil photo et sa petite caméra, mais qui aujourd'hui est devenu un professionnel. En tout cas, qui se fait un peu de sous quand même. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui?
Ou bien, pourquoi pensez-vous que ce soit nécessaire peut-être d'aller dans une école pour pouvoir étudier de la production? Bien vrai qu'aujourd'hui, on assiste à des personnes qui sont autodidactes, mais pour se professionnaliser, il est vraiment mieux de rentrer dans une école de production parce qu'il y a vraiment des détails que vous pouvez louper. Voilà. Très bien. Ça, c'est des détails qu'on peut louper. Revenons quand même à votre actualité. Activité. Vous êtes là pour nous présenter votre activité. De quoi s'agit-il concrètement? Voilà, il s'agit de la journée de l'étudiant en production audiovisuelle qui se tiendra demain, le vendredi 23 février, à l'ISTC Polytechnique, précisément à l'amphithéâtre Afoussiata à Bombalamine. C'est la journée... Ah, la bien nommée, on en parle là. Elle vient d'être graciée. Elle vient d'être C'est graciée. bien tout ça. Très bien, allons-y. Alors, dites-nous, Béni, vous dites que ce sera demain. Ouais. Qui est-ce que vous attendez? Parce que vous dites, parce que ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. On se l'a posée même avant. L'ISTC, c'est l'école emblématique de la production audiovisuelle de tous les métiers. Oui. Est-ce que moi qui suis à l'autre école, j'oublie le nom, qui a pignon sur rue, puisque vous le dites très souvent, ESMA, ESMA, par Grandi, exemple, oui, voilà. oui. Si moi je suis à ESMA, je fais de la production, je peux venir participer à votre JPA Award. Oui, Ah. tout le monde est invité, amoureux de production audiovisuelle, que tu sois C'est de ça. l'ESMA, de l'ESATIC, d'une école même, d'un lycée, tout le monde est invité. Soyez, venez massivement, vraiment, vous n'allez pas regretter. Alors, Très bien. est-ce que permettez-moi, on a déjà fini, c'est vrai, mais est-ce que les candidats sont déjà connus? C'est demain, ils vont se présenter, etc. C'est quoi Merci, monsieur. La commission de la mobilisation a vraiment sillonné les écoles Ah, pour pouvoir vraiment parler Super. de cela. Et vraiment, il y aura beaucoup d'écoles qui seront présentes. Donc, si tu es vraiment amoureux d'audiovisuel, de cinéma, et que vraiment tu ne sais pas comment t'orienter, nous t'invitons demain. Il y aura vraiment beaucoup de surprises. mais quand Béni Olisson me dit si tu es vraiment amoureux, ben, je ne l'avais pas prévu. Est-ce que finalement on devient un acteur d'audiovisuel parce qu'on a sa maman qui travaille à la télé, ou on est ses parents? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive? Dis-moi un peu, un petit clin d'œil. Est-ce qu'on n'est pas souvent en train de mimer ce que aiment faire les parents, tout et tout? Ça arrive ou pas? Ça arrive, ça arrive. Dans la Très bien. plupart des cas, ça Merci. arrive. Les diplômes. Très Non, bien. on ne parle pas de diplôme d'abord. En tout cas, merci. Merci Bon, je d'être dis parce venu. qu'on le dit, Béni, on ne l'a pas dit au départ, c'est Oh, le fils ça, de c'est- Christelle. Ben, il faut que les internautes le sachent, c'est le fils de Christelle, il est en production audiovisuelle. Et elle ne voulait pas interviewer son fils. C'est son propre fils, il pose la question. Ben ouais, suis ça- le- Bon, Donc, écoutez, Béni est le messieurs, fils de Merci Christelle. beaucoup, André. On a Non, terminé. mais attends, je peux quand même présenter ton fils. Béni, on va l'applaudir. On va Bravo, l'applaudir. bravo, Bravo. C'est reparti pour la deuxième partie de notre émission où nous sommes confortablement installés sur nos jolies chaises. Évidemment, vous savez que les choses ont changé parce que Christelle, elle pratique le sport, elle s'est pété le genou, entendez-vous bien, et moi, voilà, je joue au badminton, un sport que j'adore, et je me suis fait une petite foulure à la cheville. Voilà. J'espère qu'Herman ne va pas me dire que je ne suis pas un sportif. Guéri. Il va relever mon Non, coup. en tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez tous attendre les maillots 3 étoiles officiels de Non, mais parce que vous n'avez pas de relation. Pourquoi Parce que, moi, vous pensez que moi, je pense à maillot, moi, j'appelle Puma, c'est un maillot C'est de ça qu'il s'agit. extrêmement sélectif. C'est-à-dire qu'on est petit pris sur le volet. C'est Il faut ça. avoir les 3 étoiles, évidemment. C'est Eh ben, ça, il faut avoir n'est-ce pas? un peu de relation. Dans tous les cas, vous êtes, la mise en garde concerne tout le monde, hein, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont dans la contrefaçon, vous êtes mis en garde par la FIF. Absolument. Tous ceux qui sont dans la marmaille. Voilà, absolument. C'est reparti, je vous disais, pour cette deuxième partie d'émission. Nous parlerons tout à l'heure donc, de noix de cajou. Rappelez-vous, hier, ici même sur ce plateau, on évoquait l'annonce de cette campagne de commercialisation 2023-2024 effectuée par le ministre Adjoumani, ministre d'État. Et bien sûr, aujourd'hui, un invité viendra pour que nous puissions en discuter. Mais avant, un petit tour quand même sur l'actualité nationale. C'est toujours ce gros débat, on peut en parler autour de ces déguerpis. Oui. On en a appris un tout petit peu sur la réaction du district. Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun va regarder un tout petit peu ses petits papiers et réagir là-dessus. Ce dossier-là est-il en train de pourrir le caractère un peu festif, national, qu'on vivait depuis De la victoire l'après-Cannes, des on va élections. dire. Alors, Le dossier des déguerpis de GESCO. Élysée. Oui, hier, si vous vous souvenez, hein, dans mes échanges, je disais que force revient à la loi. Effectivement, c'est le droit de l'État qui estime à un certain moment que
les emprises ont été occupées de façon illégale de les déguerpir. Mais en même temps aussi, je pense que, comme le président Ouattara lui-même le revendique à chaque fois, il fait du libéralisme à visage humain. Bien évidemment, dans les traces de Félix Houphouët-Boigny qui parle de capitalisme à visage humain, je pense quand même que ces procédures, ces processus de déguerpissement doivent obéir, à mon niveau, à un peu d'humanité. Quel message, quel signal on donne à la communauté internationale, au monde entier, quand on détruit une école? On peut peut-être même encore ne pas être sensible quand il s'agit des demeures, mais une école, vous imaginez, pour un pays qui veut mettre l'accent sur le capital humain et qui veut faire de l'éducation le pilier même de son fondement, et qu'on détruise une école, ça c'est des images qui ne sont pas agréables à voir. À l'international, quel message on envoie? C'est pourquoi j'ai dit qu'on aurait pu contenir, ravaler notre volonté manifeste de détruire ou de déguerpir et attendre les vacances scolaires ou attendre pratiquement même les congés et trouver une mesure vraiment palliative. Mais le faire de cette manière, je trouve personnellement que, franchement dit, c'est un peu trop. Très bien. À un moment donné, et je pense que le président donne des signaux quand même pour que les choses s'apaisent. Il ne faudrait pas que certains de ses collaborateurs rament à contre-courant. Parce que franchement, ça, pour moi, ce n'est pas un bon signal. Herman Aboua, là où il y a les mois, c'est qu'on a 1880 élèves qui sont en ce moment dehors, André, qui n'ont plus d'école, le primaire et le secondaire. L'école se nomme Cha-Hélène, si je ne m'abuse. C'est ça. Hein? Du côté de GESCO, et cela, évidemment, suscite l'émoi national. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on devait attendre les vacances nationales en sachant qu'il y a des projets structurants à faire, il y a un agenda? Quel est votre point de vue là-dessus, Herman? Bon, si on s'en tient, l'école aujourd'hui, on peut s'agouter sur l'argument de l'école, ces enfants-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà fait. Il y a 1880 enfants. Je pense que ça sera aussi responsable pour l'État, pour le district, qui suit son agenda, d'aider à ce qu'on les recase en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, tout cela. Moi, j'avoue que ces genres d'images, c'est vrai que ça me choque, mais en réalité, je ne suis pas pour l'anarchie. Dans le communiqué du district, dont on a vu du district d'Abidjan, il y a quand même des faits que dans ces zones-là, très souvent, il y a des cas d'éboulement, des constructions anarchiques, des fils électriques partout. Herman, il y a souvent, même des drames. On le sait, ne les rappelez pas, on le sait. La question qu'on pose est utile. On sait qu'il y a des drames, on est tous ivoiriens, on le sait. La question qu'on vous pose, pourquoi maintenant, en pleine année scolaire? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Mais pourquoi après? Mais parce que tous les gens seront en vacances et ça permettra à tout le monde... Mais c'est pourquoi je vous dis que cette question-là, on va la poser 1001 fois. La situation est qu'il y a déjà 1880 enfants qui cherchent à reprendre le chemin de l'école. Aidons à cela, parce que pourquoi maintenant, ça va venir chercher à savoir est-ce que le district est fondé à le faire ou ne pouvait pas respecter un certain timing. Je veux rappeler juste quelques compétences du district d'Abidjan. Il y a certains qui se posent des questions. Le district d'Abidjan, l'article 4 qui constitue, enfin, qui réglemente sur le district, le cahier des charges. 1, la protection de l'environnement, la gestion des ordures et autres déchets dans le district, la planification de l'aménagement du territoire du district d'Abidjan, la promotion et la réalisation du développement économique, social et culturel. Très bien. Une fois que vous avez rappelé tout ça, réaction, on n'a pas entendu on va écouter Lisée. C'est un dernier tour de table, on reçoit notre invité. Oui, vraiment, 30 secondes, je ne serai pas plus long que ça. Vous voyez, Herman lui-même, il pose une problématique. On a 1800 élèves. 1880. 1880 élèves, dont on va maintenant réfléchir au sort. Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? La logique aurait voulu qu'on ait trouvé une solution pour ces 1800-là avant d'aller à la destruction. Donc, quelque part, je pense que les choses sont faites dans la précipitation et comment on appelle ça? Contrairement aux règles là. Rappelons à Herman et à tous ceux qui pensent comme lui qu'une collectivité, le district est toute une forme de collectivité. Tout comme les mairies, leur rôle est de faire le bonheur des populations, améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de vie. Et non pas les assujettir à des situations comme celles que nous avons constatées à Yopougon-Jesco et plus particulièrement dans le sous-quartier Pays-Bas. C'est inacceptable de détruire devant la communauté internationale représentée ici par l'UNICEF qui investit des milliers d'euros dans la formation de notre jeunesse au vu et au su de la communauté nationale sans que cela n'émeut personne.
C'est inacceptable qu'un ministre gouverneur d'une république qui est en charge de faire le bonheur de la population utilise les moyens de la République pour détruire ce qui constitue le creuset, pour ne pas dire l'avenir d'une nation. L'école, si vous n'y aviez pas été, vous ne serez certainement pas sur ce plateau. Et donc ces jeunes enfants qui seront dans 2-3 mois en face des examens de grand tirage. Vous avez les classes de 3e. Vous avez le primaire qui compte environ 185 élèves dans cette classe, dans cette école. Vous avez au niveau de la terminale encore d'autres élèves qui seront appelés à être devant les examens de grand tirage dans 3 à 4 mois. Alors tous ces enfants-là aujourd'hui n'ont plus accès à leurs enseignants. Ils n'ont plus accès aux cours pour pouvoir demain prétendre aller à l'examen des grands tirages. Très bien, Marie, comment on fait? atterrir. Voilà les problèmes que nous posons. Très bien. Alors, il faut s'interroger, André, sur un point. Est-ce que cette action a été faite de façon spontanée? Il n'y avait pas eu d'échange. Et justement, la question, Marius, vous revient. Étant acteur de la société civile, on va aller rapidement. Est-ce que vous pensez que ça a été fait de façon spontanée? Il n'y a pas eu d'échange avant? Attention, GESCO, ça appartient peut-être à l'État. On va faire des projets là-dessus. Il faut vous préparer. Est-ce que vous pensez que ça a été fait? On l'a dit, on ne le dira jamais assez. Oui. Armand l'a même rappelé. L'endroit où ces populations résident est un endroit à risque. Il faut le redire et il faut le redire à qui veut nous l'entendre. C'est un endroit effectivement à risque où nous constatons régulièrement des éboulements. N'empêche que pour une action pareille, il aurait fallu créer les conditions. Et les conditions ont été créées par le district. D'ailleurs, vous avez tous suivi la réaction du maire de la commune qui s'était opposé au district et les discussions avaient déjà été entamées. Il avait été recommandé aux populations de Pays-Bas, GESCO, de faire la liste de tous ceux qui seront impactés par la décision du district de détruire le quartier. Et donc, c'est cette liste-là que les populations étaient en train de faire et puis ont été surprises, nuitamment par les bulldozers du ministre-gouverneur. Il faut que le district vienne ici parce que la communication, on parle de redevabilité, la population a besoin de savoir. On ne va pas nous se mettre là à rester dans des supputations. Exactement. Herman, vous vouliez rajouter un court, quelque chose de très court à propos de ce qu'il a dit. Et on reçoit notre invité, parce que le sujet aussi vous intéresse, hein, le prix de l'anacarde, on en a parlé hier. Forcément. Bon, moi, je crois qu'on peut aujourd'hui regarder l'école et puis tomber dans un certain affectif. Pour nous, on le sait bien, l'école c'est important, on ne va pas nous rappeler. Mais dire que ces populations-là, ces personnes qui vivaient là, n'avaient pas été averties. Déjà, ces populations devaient pouvoir savoir que lorsque le maire est allé s'adresser à eux, après qu'il y a eu le contact, forcément, un jour ou l'autre, ça allait venir. Donc, plus ou moins, chacun était plus ou moins informé. Il faut rappeler simplement que ces personnes-là, souvent, ont été dédommagées 2 à 3 fois. Mais souvent, les endroits où on les a relogés, ces personnes les mettent, les louent, mais les vendent et reviennent pour venir pleurer. Ils les mettent en location et reviennent sur site. Alors, on va être très clair hein, pour terminer sur le sujet complètement, parce qu'on va recevoir maintenant notre invité qui sera ici avec nous sur ce plateau. Il sera question pour le district de combattre les installations anarchiques. On l'a dit, le district veut faire en sorte que la ville ait fière allure, mais tout ça doit se faire avec, on va dire, un minimum de bonheur pour le peuple d'Abidjan qui est gouverné par le district. On parle d'anacarde depuis hier, vous le savez, c'est un sujet, je m'en vois lassé. Venez monsieur, parce qu'à un moment, je ne sais pas ce qu'on doit faire. Hein. Venez vous installer. Il s'agit pour nous de parler d'anacarde. Et pour parler d'anacarde, c'est bien sûr le prix qui a été fixé hier par le gouvernement à travers donc, le ministre Adjoumani, ministre de l'Agriculture, du Développement durable et bien sûr avec une nouvelle appellation, la production vivrière. Bienvenue avec nous, notre invité, M. Mamadou Berté. Bonsoir, M. Mamadou Berté, merci d'être là. Vous êtes le directeur général adjoint du Conseil du coton et de l'anacarde. Notre objectif sur ce plateau avec vous, c'est de savoir comment est-ce que ce prix de 275 francs le kilogramme impacte directement les producteurs. C'est vraiment l'élément qui nous concerne ce soir. Alors, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. La question est directe. Comment est-ce que ce prix-là impacte le producteur qui est dans sa plantation et qui peut améliorer les conditions de vie de sa famille?
Écoutez, merci de nous recevoir. Je voudrais avant tout, au nom du directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD, Dr Adama Coulibaly, vous transmettre nos salutations et nos remerciements. Nos remerciements pour cette opportunité d'éclairer l'opinion publique sur la fixation de prix de notre cajou. Très bien. Mais suite à votre question, ce que je peux dire, l'impact direct pour nos braves producteurs, vous savez, ce sont des producteurs qui travaillent et pratiquement, ils attendent ce seul revenu pour vivre pendant toute l'année. C'est ça. Et nous sommes conscients de cela. Donc, en début de chaque campagne, nous avons un mécanisme de fixation de prix. Et cela me permet de vous préciser un peu comment ce processus est établi. Oui, on aimerait bien le savoir, Voilà. monsieur le directeur général. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le Conseil du coton et de l'ANACAD qui fixe le prix. Très bien. Nous avons un processus dans lequel nous contactons l'interprofession de la filière ANACAD. L'interprofession, il faudrait que je vous explique un peu. C'est On a tous les reçu le différents président collèges, ici, ouais, bien sûr. effectivement. C'est tous les différents collèges qui interviennent dans la chaîne de valeur de l'ANACAD. Donc vous avez les producteurs et la présidence est assurée par un producteur, justement. C'est ça. Vous avez les exportateurs, vous avez les acheteurs et les transformateurs. Donc tout ce groupe, ils se retrouvent, ils débattent entre eux des différentes charges de chaque collège et à la fin, ils vont sortir un prix qu'ils proposent à l'État de Côte d'Ivoire. Nous qui sommes, le relais entre les opérateurs et l'État, nous, à notre niveau, nous faisons aussi une analyse. Et vous faites des recommandations à la puissance publique. Justement. OK. Et quand on finit au niveau du Conseil du coton et de l'ANACAD, nous avons notre conseil d'administration. On soumet notre analyse, bien entendu, en précisant l'accord qui a été arrêté avec les opérateurs. Donc, au sorti de cela, le conseil d'administration qui endosse, et maintenant cette résolution part au niveau du comité interministériel des matières premières. C'est important de préciser. C'est le cheminement de la construction du voilà, prix. Du prix. Et au niveau du comité interministériel des matières premières, il y a un débat qui est fait aussi. C'est ça. Et nous sommes, je vais dire, au fauteuil, on nous pose toutes les questions techniques pour voir si éventuellement le prix que nous proposons est un prix raisonnable et qui peut aussi contribuer au bien-être du producteur. À la fin, il y a un conseil présidentiel qui va aussi statuer là-dessus et le prix est fixé. Mais c'est très intéressant, vous allez nous éclairer là-dessus, nous, camarades, avons posé des questions, c'est-à-dire qu'on est face à un prix qui fait l'objet d'un large consensus. Et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que tous les professionnels, l'État lui-même, qui est aussi regardant sur la vie, et puisque Christelle posait juste la question, sur l'impact que tout cela peut avoir sur les producteurs, regarde à quel niveau il peut jouer la balance, etc. Élisée. Oui, on a bien compris le mécanisme, mais là où on se pose des questions, c'est de savoir qu'est-ce qui justifie qu'on passe de pratiquement 300 et quelques francs l'année dernière, presque 400, à aujourd'hui 275 francs CFA. Qu'est-ce qui s'est passé entre Quelles sont les contingences qui ont permis de... Mais pour compléter même la question, au moment où on sait qu'à la campagne précédente, on était à un certain tonnage et que vous-même, vos prévisions disent qu'il y aura 5% de croissance de ce tonnage-là pour les estimations de la campagne 2024. J'avoue que je rebondis sur votre question parce que c'est cette question-là qui peut faire comprendre pourquoi aujourd'hui on a des difficultés. D'accord, allez-y. En réalité, vous avez l'offre et la demande. C'est ça. Aujourd'hui, en termes d'offres sur le marché, nous sommes pratiquement en équilibre avec la demande. Aujourd'hui, en termes de production mondiale, vous êtes à 4 850 000 tonnes à peu près. 4 850 000 tonnes. Et vous avez des pays comme deux destinations, le Vietnam et l'Inde, qui absorbent en principe toute cette la quasi-totalité. Parce que ce sont les deux gros transformateurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui était l'année dernière à 1 225 000 tonnes, est passé à 1 million. Est passé pratiquement à 1 250 000 tonnes. C'est ça. Vous comprenez? Mais si vous restez avec le même tonnage, alors que ce sont les mêmes capacités industrielles, évidemment, vous êtes à un niveau de prix sensiblement la même chose. Mais ce qui a marqué cette année, c'est qu'il y a l'inflation dans les pays consommateurs d'amandes. Les pays consommateurs d'amandes, à la limite, tout ce que nous faisons ici,
au finish, ce sont eux qui décident. Si vous comprenez. Oui, parce que nous, l'amende, les consommateurs, en fait. Voilà. Donc, l'amende, c'est le coût de l'amende qui va peut-être déterminer tout ce qui va se faire dans les usines. Donc, aujourd'hui, on constate que de 2019 à 2023, l'amende a totalement évolué à la baisse. On était à 4,50 la livre. Là, vous parlez en livres. En livres. Et aujourd'hui, nous sommes à 2,30. On s'est perdu avec les dollars hier. Vous comprenez? Voilà. Pratiquement la moitié. C'est ça. Donc, c'est clair que le coût de l'amende aujourd'hui dans les supermarchés, c'est vraiment élevé. Bon, donc, voici les transformateurs aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations pour l'acquisition des noix brutes, ils vont tenir compte de tous les coûts de production. Très bien. Alors, donc, c'est pour dire que quand l'offre et la demande, si aujourd'hui on a une offre qui est un peu plus, parce que pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est un peu ça. On avait un tonnage qu'on mettait sur le marché, on constate que notre tonnage aujourd'hui est très important. Non, mais vous venez de dire une phrase, permettez-moi de vous arracher le mot à la bouche, c'est que quand vous dites nous, on met un certain tonnage, est-ce que nous, stratégiquement, je ne sais pas, c'est vous qui décidez, le conseil Anacarde au coton, est-ce que vous pouvez décider de dire, bon, nous, écoutez, comme la demande est fait un peu yo-yo, nous, on va garder un peu plus et on va mettre après pour gagner un peu plus. Est-ce qu'on a beaucoup de marge de manœuvre? Je dirais que c'est en réflexion. C'est en réflexion parce que ça peut être une stratégie pour nous aider. Mais aujourd'hui, vous savez, pour faire cela, vous avez toute une batterie en amont qu'il faudra mettre en place. Les capacités de stockage, ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que vous avez un tissu industriel qui est en train de se développer en Côte d'Ivoire. Progressivement. Et cela peut nous permettre aussi de procéder à une régulation du marché. Mais justement, c'était là ma question. Quelle est votre stratégie pour travailler à l'industrialisation justement de ce produit-là en Côte d'Ivoire, à la transformation? On ne va pas continuer à le faire de façon locale, de façon très scolaire. Quels sont vos projets là-dessus? Non, ce que je peux vous dire, c'est que si ceux qui ont un peu, d'informations sur l'ANACAD aujourd'hui, vous avez vu le boom que nous avons au niveau de la transformation. Oui, bien sûr. Et ça, il faut remercier, il faut remercier le président de la République qui a véritablement accepté d'accorder beaucoup d'incitations à nos transformateurs. Et ce qui se fait aujourd'hui, toute la stratégie, c'est la transformation. Et nous sommes tous convaincus qu'on pourra sortir de là avec une meilleure transformation. Nos parents seront mieux rémunérés si on a un bon niveau de transformation. Moi, je suis un peu dubitative. C'est vrai, nos parents seront bien rémunérés, mais dans le process, dans l'opérationnalisation sur le terrain, qu'est-ce qui est fait pour qu'on aille à la transformation? On est à 31, pour monter à 40, 45. Qu'est-ce qui est fait de façon concrète? Quelle stratégie vous mettez en place? La stratégie, d'abord, nous avons aujourd'hui des zones industrielles dédiées à l'ANACAD. Et nous avons un prêt avec la Banque mondiale. Aujourd'hui, ça nous a permis de mettre des zones industrielles dédiées à l'ANACAD. C'est ce qui est nouveau, quelque chose de nouveau. Et nous avons déjà des promoteurs qui sont prêts à aller s'installer dans ces zones. Donc, vous verrez, bien entendu, dans dans 2 ans, nous serons à un niveau de transformation. Maintenant, permettez-moi, ce que je voudrais dire, sincèrement, c'est de faire comprendre à l'opinion publique, il faut parfois, on a une transition. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile pour nos parents d'avoir un prix, je vais dire aujourd'hui... Un juste prix. Un juste prix. Mais nous sommes obligés aussi de regarder le marché. C'est la noix brute que nous vendons sur le marché international. Mais justement, puisque vous dites ça, permettez qu'on ouvre une parenthèse. Au Ghana, c'est à 400 francs le kilo. Non. J'espère que ça vous permet de reprendre votre idée. D'abord, quand vous parlez du Ghana, bon, on va un peu dans tous les sens, mais parlons du Ghana. Quand vous parlez du Ghana, 400 francs, ça ouvre la question même des fuites vers les frontières. Est-ce que sur ça, vous avez une stratégie? Parce que vous pouvez rectifier le prix, mais est-ce que vous avez une stratégie là-dessus? Ma question même vient là. Parce qu'aujourd'hui, le véritable problème, même à la campagne dernière où c'était à 315 francs, bord champ officiellement, on a vu que sur le terrain, il y a des producteurs ou bien des acheteurs qui prennent ça à 150 francs CFA le kilogramme à des producteurs. Donc, c'est la question du respect des prix donnés, indiqués par la filière. Donc, la question du respect des prix, la question des frontières et les 400 du Ghana, comment on fait? Bon, je vais déjà répondre sur la question du respect des prix. Écoutez, vous savez, nous, au niveau du Conseil du coton de l'ANACAD, nous avons la responsabilité de faire respecter le prix minimum qui est donné par l'État. C'est en cela que nous avons un comité de veille dans toutes les zones. Vous comprenez?
Et nous avons nos délégations régionales qui font des contrôles inopinés. Il y a des sanctions pour certaines personnes, des acheteurs qui ne respectent pas les prix. Mais ce que je vais dire, c'est que le premier qui peut faire respecter un prix, c'est le producteur. C'est lui qui détient le produit. Ouais. Vous comprenez? Il peut refuser, par exemple? Justement, parce que quand on donne un prix et qu'on dit c'est le prix minimum, nous, on fait la sensibilisation pour expliquer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des situations où, dès l'instant où il y a une petite, je vais dire, les exportateurs commencent à retirer un peu leur financement sur le terrain, il y a une panique qui s'installe. C'est ça. Donc on veut vite vendre. Le parent producteur, quelqu'un vient lui dire, mais écoutez, si vous ne vendez pas, mais ça va rester entre les mains. Comme ça. Mais dans tout marché, il peut y avoir une période, une semaine, où c'est vraiment timide, mais ça va reprendre. Et quand vous sanctionnez justement, quand vous sanctionnez ces producteurs qui ne respectent pas la tarification, ça consiste en quoi vos sanctions? Non, nous, on ne peut pas sanctionner le producteur, c'est l'acheteur. Du moins l'acheteur, pardon. Voilà. Ça consiste en quoi? Ça peut aller jusqu'à l'arrêt même, au retrait de l'agrément. Très bien. Nous avons des situations pareilles. Une fois qu'on a dit ça, le taux justement de non-respect des prix, ça, parce que quand on entend Herman, on a l'impression que c'est une pratique qui est assez courante. Est-ce que quand même c'est très minime par rapport à l'ensemble du fonctionnement du système? Non, je dirais que c'est minime. Parce qu'en réalité, je prends par exemple la campagne dernière. On a fixé un prix de 315 francs, prix minimum. Mais à la fin de la campagne, notre prix moyen, c'est 319. Vous comprenez? C'est toujours pas évident, je comprends, mais aussi c'est de notre responsabilité que tous les prix soient respectés. Sur la question du Ghana et des frontières, etc. Sur la question du Ghana, je pense que là, c'est un sujet... vous nous donnez l'occasion de préciser... parce que nos parents de Bandoukou... Oui, hein, je vais vous dire, vous nous donnez l'occasion de préciser et de demander à tout le monde de comprendre un peu comment les prix sont fixés. Au Ghana, il n'y a pas de structure qui fixe un prix. Le Ghana, l'ANACAD ne compte pas dans l'économie du Ghana. Vous comprenez? Mais l'ANACAD aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est vraiment un produit qui compte dans notre économie. Exactement. Donc, le Ghana n'a pas de taxe, par exemple. Tu l'as sorti? Tu l'as sorti. Ah. Vous comprenez? Donc, quand en Côte d'Ivoire, nous avons un produit qui compte dans notre économie, ce n'est pas la même structuration. Donc, comment on fait? Et la quantité aussi, au Ghana, c'est pratiquement maximum, je dirais 120 000 tonnes à peu près l'année. Vous êtes à 1 250 000 tonnes ici. Mais justement, raison pour laquelle la question nous intéresse. Comment on fait justement pour réguler ça et que ça n'aille pas au Ghana? Mais justement, nous interpellons, je dirais, c'est un plaidoyer, les autorités et je dirais les forces de l'ordre pour qu'ensemble, nous fassions aux frontières. Oui, parce que je vois qu'aujourd'hui, chez moi à Bengourou, le préfet de région sensibilise les populations à ne pas faire justement des fuites de l'ANACAD vers le Ghana. Oui, à Bandoukou, à Niblécro, Tanda et autres. Cela va au-delà même de nos parents producteurs. Je dirais, il faut accepter qu'on paye votre produit localement, ici en Côte d'Ivoire. C'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen. Et au-delà de cela, tout ce qui est perçu, c'est pour réinvestir dans la localité. C'est ça. Très bien. Élisée voudrait faire Monsieur le directeur général, est-ce qu'il ne serait pas aussi envisageable d'aller dans le sens en fait, du café cacao avec le Cocoa Board, c'est-à-dire cette coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui fait une certaine harmonisation, de sorte que les produits de cacao ne peuvent pas fuiter vers le Ghana parce qu'il y a une certaine harmonisation. Est-ce que cette stratégie-là, vous ne pouvez pas aussi l'entrevoir? Oui, c'est prévu et c'est vraiment en étude. Nous savons aussi que le Cocoa Board au Ghana commence à regarder l'ANACAD là-bas. Donc, avec le DG, je pense qu'incessamment, nous allons peut-être faire une mission, voir comment on peut échanger, avoir une collaboration dans ce sens. Il y a quand même une question qui est fondamentale sur cette anacarde. Là, vous avez fixé le prix de la noix. C'est ça, bien sûr. Mais alors qu'on sait qu'il y a une amande, il y a une pomme, pardon. Il y a l'amande, la noix, il y a une pomme. Donc, est-ce que finalement, la solution ne viendra pas d'une meilleure exploitation de l'ensemble du fruit?
Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous êtes en train d'étudier? Parce qu'on peut faire des jus, on peut faire des... tellement de choses, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça aussi, c'est pas là qu'il faut diriger les producteurs? Parce que finalement, on jette la pomme, tout ça... La pomme même, elle soigne comment on fait? Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons toute une batterie sur ce produit pour voir un peu quels sont les types de produits dérivés qu'on peut sortir. Est-ce que vous comprenez? Si je m'arrête sur la pomme, effectivement, on fait beaucoup de choses avec la pomme. Est-ce que vous communiquez les dérivés? On a un service dédié aux produits dérivés chez nous. Est-ce que vous comprenez? Et nous pensons que ça peut être une plus-value pour le producteur, effectivement. S'il prend la pomme et que la pomme est commercialisée aussi. Sans oublier la coque. Sans oublier. Aujourd'hui, la coque, c'est une grosse valeur. Aujourd'hui, la coque commence à prendre de la valeur. Donc, tout cela, je pense que s'il y a une bonne politique là-dessus, au finish, le producteur, il aura une meilleure rémunération. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons un centre, nous avons créé récemment un centre d'incubateur au sein de notre unité à Yamoussoukro où nous allons développer tous ces produits pour... En tout cas, n'hésitez pas à communiquer parce que la noix de cajou fait excellemment bonne pour la santé. Surtout. Mais au-delà de ça, à vous entendre, on doit dire qu'il faut y avoir beaucoup d'espoir pour nos populations productrices d'anacarde parce que le conseil que vous représentez ici prend à bras le corps l'ensemble de cette chaîne de valeur. Là, je ne dis même pas chaîne, l'ensemble de la valeur même de l'anacarde parce que tout y est à l'intérieur, depuis la pomme, l'amande et la coque, tout ça pour faire les savons, etc. etc. En tout cas, merci Christelle, merci au directeur général. Merci beaucoup, M. Mamadou Berté. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du Conseil du coton et de l'anacarde. Merci beaucoup et notre plateau est en tout cas ouvert pour toute communication à ce sujet-là. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Herman Aboua, merci. Élisée, Marius, merci, André. Merci encore. Merci. On se Christelle. retrouve donc demain. Ce sera la dernière de la semaine. Merci. Et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.